Bonjour à tous. Eh bien, comme vous le voyez, ma chaîne YouTube va reprendre du service parce que il me semble que maintenant j'ai un peu plus de temps et puis que c'était nécessaire. Comme vous le savez, bon, j'aime bien faire des choses différentes des autres. Et là, on va faire un peu de revue de presse ensemble. Alors là, il est tôt, c'est avant que j'attaque vraiment le boulot, mais on m'a envoyé un article du Monde qui parle de gangsta phishing. Donc ça, c'est toujours intéressant qu'un grand quotidien s'intéresse à nous. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite en passant, le Monde, c'est de la bonne, hein, c'est vraiment du bon journalisme. Tout n'est pas parfait, mais ils font partie de ces gens qui essayent quand même de résister, de faire leur métier correctement, en dépit d'un actionnariat problématique, mais je pense que vous le savez. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Alors l'article s'appelle le gangsta phishing, en deux mots avec des guillemets. Cette pratique hors la loi, et ça en dit déjà assez long en fait sur l'angle d'attaque, qui procure le frisson. Donc ça c'est toujours un petit peu inquiétant de trouver ce genre de terme dans le chapeau. Mais il y a deux points, ouvrez les guillemets juste derrière, et on nous dit on veut être libre de pécher où on veut, quand on veut. Alors, le problème de ce genre de citation, c'est qu'évidemment, on voit ce qui est en train de se produire d'emblée. Hors la loi, frisson, cette citation quand même très choisie, c'est-à-dire que là, ils ont pris un gars qui prétend faire du gangsta phishing. Évidemment, ce qui intéresse le journaliste pour son titre, puis son chapeau, c'est évidemment d'attirer le clic, hein, évidemment, en sachant que non, moi je ne connais personne actuellement autour de moi qui pratique le gangsta phishing et qui dirait on veut être libre de pécher où on veut quand on veut, hein, puisque même le gangsta phishing, l'essence même du concept, c'est quand même de se dire bah non, en fait on va simplement bien séparer le légal du légitime et on va s'autoriser à pécher même quand c'est illégal, à condition que ça ne porte pas préjudice au milieu et aux espèces. Et réciproquement, on va s'interdire de pécher quand ça peut porter préjudice aux espèces. Par exemple, typiquement pendant la reproduction. Bon, donc déjà, là, l'angle est assez putaclic, on va pas se mentir, mais bon, c'est le problème un peu de ces articles en ligne. Quand c'est pas fait par de l'intelligence artificielle, c'est fait par de la bêtise naturelle, généralement. Donc là, on est en plein dedans. Voilà. Je découvre un peu l'article avec vous, mais je l'ai lu en diagonale, et bon, je sais déjà à quoi s'attendre. Et donc le chapeau, donc, parce que ça c'était le titre en fait, c'est très long, ça ressemble à un chapeau, mais c'était le titre. On a donc un chapeau qui nous dit des pêcheurs en quête d'adrénaline. Alors ça c'est pareil. Je suis pas sûr que les gens qui pratiquent le gangsta phishing le fassent principalement ou prioritairement pour l'adrénaline. D'ailleurs, plus loin dans l'article, quelqu'un le dira bien, hein, c'est pour pêcher des poissons plus faciles à prendre, moins éduqués, avec moins de pression de pêche. Mais évidemment, le journaliste, il s'en fiche. Et là, ce qu'il nous dit, ce monsieur Jahid Yamak, c'est qu'en fait, en gros, c'est un peu comme quand les journaux télévisés parlent des mouvements sociaux en parlant de la grogne des usagers. Hein. C'est une manière d'animaliser les gens. Bon, là, c'est un peu pareil. C'est une manière de dire que les pêcheurs, ils ont une vie pourrie et que donc, voilà, ils cherchent de l'adrénaline où ils peuvent. Mais en fait, bien sûr, un pêcheur va contredire ça un petit peu plus loin. Donc des pêcheurs en quête d'adrénaline, ça j'en mets mes yeux, s'introduisent illégalement dans tes propriétés privées ou des lieux interdits au public pour attraper des poissons. Ce qui est très réducteur, hein. Sur le gangsta phishing, c'est pas seulement ça, c'est aussi la pêche de nuit, c'est pas mal de choses. Les prendre en photo puis les relâcher. Une pratique individualiste, là il y a des guillemets, parce que vous allez voir qui nous parle d'individualisme plus loin, est risquée selon la Fédération nationale de la pêche en France, évidemment. Après, c'est son boulot de journaliste aussi d'interroger les instances officielles, puisque c'est elles qui sont censées nous représenter publiquement. Donc c'est normal qu'ils les interrogent. Ce qui est moins normal, c'est la réponse de la FNPF. Mais après, de ce côté-là, la FNPF, je peux pas trop lui en vouloir, dans le sens qu'elle est dans son rôle, en soulignant le fait que c'est souvent illégal et donc problématique. Alors on a un Antoine, dont on nous dit que le prénom a été modifié, qui a 20 ans, et qui sort du travail un soir de semaine. Il habite à Paris, dans le 4 arrondissement, avec un ami, il prend le RER, et puis après 20 minutes de marche, arrive au bord d'un château du XIIe siècle, ancienne propriété du roi du Maroc. Alors il faut savoir que c'est un spot de gangsta phishing hyper connu à Paris, qui est d'ailleurs à moitié du gangsta phishing, puisqu'il suffit de sympathiser avec le gardien pour que ça puisse se faire. Donc bon, là on est dans de la mise en scène, on va dire. Mais ça reste du gangsta phishing, puisqu'on n'est pas censé
aller pêcher chez la famille royale marocaine. Donc là, toujours pareil, la même réduction, pratique le gangsta fishing, une activité qui consiste à se introduire illégalement dans des propriétés privées pour pêcher dans un plan d'eau à la campagne. Encore une fois, ce n'est pas que ça, mais vous vous doutez bien que le journaliste, c'est ça qui l'intéresse, c'est ça qui va le brancher. Donc tout le reste, des notions d'éthique, tout ça, ça ne sera absolument pas abordé, c'est pas du tout son sujet. Alors quand même, le gars, il précise, on fait du gangsta fishing, mais nous ne sommes pas des gangsters, on ne se prend pas au sérieux, c'est un nom ironique. Sur en quoi ce pêcheur a absolument raison. Effectivement, c'est un peu comme le gangsta rap. La plupart de ces gars-là ne sont pas des gangsters. Voilà, là, c'est du show business, et dans le show business, il y a business, mais il y a show surtout. Et là, c'est pareil, c'est une manière aussi de pas se prendre au sérieux, et de justement se dire, voilà, nous on est quand même des petits joueurs par rapport à la délinquance en col blanc, ou la petite criminalité, ou le terrorisme, ou le grand banditisme. Voilà, c'est vraiment, effectivement, notre frisson à nous, bien innocent, bien sans conséquence. Bref, donc tout ça c'est bien, et nous dit Kirby, qui est un pêcheur parisien de 44 ans, et qui a lui aussi requis l'anonymat. Il y a un paragraphe derrière qui nous parle du no-kill. Les poissons ne finissent jamais sur le grill d'un barbecue. Et le gars précise, on fait toujours très attention à l'environnement, on respecte les périodes de reproduction des poissons. Voilà, donc en fait, c'est là où on voit aussi que le journaliste, une fois qu'il a trouvé son angle, parce qu'en fait, comment ça fonctionne, ce type de journalisme, surtout sur des trucs en ligne, ils vont s'emparer d'un sujet, ça c'est le premier truc, il faut qu'ils trouvent un sujet, n'importe lequel. Et surtout, ce sujet, il ne se suffit jamais en lui-même. Il faut ce qu'on appelle angler le sujet. Donc, il faut trouver un angle d'attaque. Et c'est là où c'est assez problématique, le journalisme actuel, à la fois télévisuel et aussi de la presse écrite en ligne, que je sépare bien de la presse écrite papier. C'est que là, pour des raisons algorithmiques, tout un tas de trucs que vous connaissez, il faut que ça soit quand même assez percutant. Alors, entre la télévision et le truc et la presse en ligne, il y a quand même une différence, c'est que dans la télévision, en fait, vous trouvez généralement les journalistes qui sont pas les meilleurs, mais ceux qui se sont montrés capables de plus de compromission avec leur déontologie. C'est comme ça qu'ils finissent à la télévision, et c'est pour ça que le journalisme à la télé est si lamentable. Par contre, la presse écrite, là, on trouve des gens qui sont très attachés à leur métier de journaliste, à leur déontologie, et qui justement, même s'ils sont prêts à faire des compromis, tous les compromis ne sont pas des compromissions. Généralement, ils font un suffisamment bon travail pour ne pas être appelés par la télévision. Sauf que cette presse écrite, pour survivre, c'est doublé d'une presse en ligne. Et là, il faut produire du contenu énormément. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et l'on voit qu'en dépit de tout ce que vont raconter les pêcheurs, ce qui intéresse le journaliste, évidemment, c'est le côté illégal, c'est le côté bourrin de la chose. Et ce petit paragraphe sur le no-kill sera d'ailleurs le seul. D'ailleurs, ce petit paragraphe se termine évidemment par une intervention de nos amis de chez Paz, Projet Animaux Zoopolis, qui nous dit la pêche no-kill, qui consiste à arracher les poissons à eau après les avoir pêchés, est source de terreur et de blessures pour ces animaux qui sont brutalement arrachés à leur milieu. Bon, voilà. Et comme c'est de l'article en ligne, il faut prendre le minimum de risques. Donc le journaliste se contente en fait de juxtaposer comme ça des déclarations. Il veut juste sauver son angle, et le reste en fait tout passe à la trappe. Donc en fait, château, manoir, étang privé, machin, blablabla. Il appelle ça une forme d'urbex en eau douce. Il y a un petit peu de ça. C'est vrai qu'il peut y avoir ça. Ça, je trouve que c'est assez bien vu. Et les mecs, les gars précisent, parce qu'ils essaient quand même de justifier. Parfois, on se demande s'il y a encore des propriétaires. C'est rempli de fougères, dur d'accès. Ça ressemble pratiquement à des lieux abandonnés. Et c'est là où d'ailleurs, cette histoire de gangsta fishing, surtout pour les Parisiens, ça rejoint un petit peu le problème du logement, où il y a en France énormément de logements inoccupés, sans parler des bureaux, qui sont un véritable business spéculatif. En fait, on crée des bureaux où il n'y a jamais aucun locataire. Ben là, c'est pareil, quand on sait qu'un tout petit pourcentage de la population française détient l'essentiel, la moitié du patrimoine français immobilier, dont les étangs aussi, ça concerne ça aussi, c'est du foncier. Ben effectivement, il y a derrière en creux quelque chose comme une revendication à l'accès à ces espaces. Pourquoi est-ce que une poignée de gens qui ne pêchent pas s'accaparait comme ça un énorme nombre d'étangs, de pièces d'eau et compagnie? Et donc effectivement, ce fameux Antoine, c'est un pseudonyme, il précise, mais encore une fois, le journaliste s'en fout,
et que là, on a affaire à des poissons peu éduqués. Alors, au guillemets, le journaliste a rajouté des guillemets, il a raison, parce qu'en fait, nous, on a l'habitude d'utiliser ces termes, éduqués, par exemple, qui, à mon avis, veulent pas dire grand-chose, hein. C'est plus, voilà, c'est plus une facilité de langage entre nous. Mais c'est sûr que, voilà, on peut pas dire qu'ils soient éduqués, ça me paraît un petit peu excessif. Bon, là, on est dans de la sémantique, c'est pas très grave. Mais donc, le journaliste précise peu habitué à être pêché, virgule, selon lui. Voilà. Bon, là, il y a une prudence journalistique que je peux pas lui reprocher, parce que ce qu'il veut dire par là, et cette parenthèse qu'il rajoute derrière, c'est qu'il n'en sait rien, que c'est pas le sujet de l'article, et il a bien raison. Mais le gars précise, quand même, notre Antoine, quand ils se font attraper une fois, deux fois, trois fois, ils captent qu'il y a un problème et vont moins mordre. Mais quand on arrive sur un spot en propriété privée, on tombe sur des poissons qui n'ont jamais vu à l'heure de leur vie. À chaque lancer, tu as un poisson, avec une faute de français. Alors, et effectivement, je veux dire, ça c'est tout le monde sait pourquoi. Donc c'est là en fait, il nous explique, ce gars-là nous explique que il va sur la propriété privée pour avoir accès à une population de poissons naïve, abondante. Et le journaliste, lui, le traduit évidemment en c'est des pauvres gars qui sont en recherche d'adrénaline. C'est là on voit qu'il y a toujours un problème entre la réception des propos comme ça, les mecs recueillent des propos dont finalement ils tiennent jamais compte, c'est vraiment incroyable quoi. Donc après on a le droit à l'épisode biographique. Alors toi, le Gangsta Fisher origine, hein, on est chez Marvel, donc quand il était enfant, son père l'emmenait à la campagne à la pêche, puis au bord du canal Saint-Martin, blablabla, blablabla. Et là, il intègre un groupe de pêcheurs qui revendiquent la pratique du gangsta fishing, les Mad Boys Fishing. Je ne les connaissais pas, mais ils font du très bon boulot, puisque je suis en train de voir, là j'ai sous les yeux un panneau qu'ils ont stické, c'est pas mal. Bon. Mais évidemment, alors donc là on nous explique, 3 graffeurs du groupe de graffiti Mad Boys, formés à Meaux, se tournent vers la pêche en 98 et donnent naissance à ce groupe informel. Ils sont aujourd'hui une quinzaine, principalement parisiens. Alors on se dit, c'est bien sympathique tout ça, ces petits graffeurs et tout ça, mais bon, il faut quand même arriver à trouver un angle pour essayer quand même de discréditer tout ça. Et donc on apprend que ce fameux Kirby de 44 ans est un ancien ultra du PSG, un gars des Authentics, le virage d'Auteuil dissous en 2010. Bon, le message c'est quoi? C'est que les pêcheurs sont des gros fachos et qu'ils ne respectent rien et pas même la loi. Bon, voilà, comme ça c'est fait. C'est-à-dire qu'il en avait une quinzaine sous la main, mais il fallait qu'il prenne suicide. Alors, Caroline, toujours pareil, on est dans la biographie. Donc pareil, pour pimenter cette passion naissante, le quadragénaire se tourne vers le gangsta fishing. Bon, donc il dit on veut être libre de pêcher où on veut, quand on veut. Voilà, c'est ça le problème. Donc, là, il a choisi ce personnage-là, qui est un ancien ultra, qui fait des grandes déclarations définitives comme ça, à l'emporte-pièce, en impliquant un peu tout le monde, quoi. Bon, donc voilà, ça c'est le bon client pour le genre de journaliste, voilà, comme ça. Mais bon, j'en veux même pas à lui, j'en veux un peu plus aux journalistes. Et voilà, il faut roder le spot. Et d'ailleurs, voilà, c'est là où c'est intéressant. Il dit, il pêche pour la première fois sous le tunnel du bassin de l'Arsenal, dont l'accès est interdit. Et le gars dit, c'est trop beau, l'eau est translucide, tu vois tous les poissons, tu es sous Paris, ce sont les catacombes de la pêche. Le gars nous explique en fait que lui, ce qu'il veut, c'est avoir accès à des poissons naïfs et abondants, qui veut être dans un environnement qui lui plaise. Un environnement aussi beau que peut être la campagne, mais dans Paris. Voilà. C'est la déclaration qu'il vient de faire. Et le journaliste, lui, il continue. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le frisson, voilà, le goût du risque, la transgression. Alors que le gars n'en parle pas vraiment en réalité. Après, il y a un passage d'ailleurs qui est intéressant sur les risques encourus, où effectivement le journaliste dit pêcher un poisson dans la Seine au milieu de la nuit demeure moins risqué que de peindre un métro. Évidemment, c'est pas la fédération de pêche qui va vraiment aller vous embêter avec ça. De toute façon, il n'y a pas de garderie disponible la nuit. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant et que effectivement, moi je préférais que mon gamin il fasse du gangsta fishing plutôt qu'il aille faire des graves dans le métro, quoi, et au risque de se faire plaquer au sol par la BAC ou je sais pas trop quoi. Alors, Benoît Lefebvre, qui est chargé de développement du loisir pêche à la Fédération nationale de la pêche en France,
nous fait un petit rappel historique qui est bien d'ailleurs. Il nous dit historiquement le renouveau du street fishing est lié à l'émergence au début des années 2000 d'une culture streetwear que l'on retrouve par exemple dans le graffiti. C'est vrai que c'est assez bien vu, je pense qu'il fait allusion aussi à toute l'époque qui a eu après, Messner et compagnie, mais déjà Predator. Et les gangsta fishers ont trouvé le moyen de s'exprimer comme le graffiti en portant dans certains cas préjudice à autrui ou la société en général, sans exagération aucune. On peut concevoir une liberté, une envie de trouver de nouveaux territoires, mais quand c'est au préjudice d'une personne ou de la communauté des pêcheurs, cela devient plus que discutable. Voilà. En fait, c'est un peu un argument débile, parce qu'en réalité, on dit donc que ces mecs-là, ils transgressent la loi. Bien. Ils transgressent la loi et en faisant ça, ils portent préjudice à la liberté d'autrui. Mais donnez-moi un seul exemple de loi qui soit pas liberticide. Donc je veux dire, le premier agent liberticide de nos sociétés, c'est la loi elle-même. Donc je veux dire, c'est là où on voit qu'en fait ils ont du mal à s'emparer de ce genre d'objets sociaux qui sont assez complexes et qui nécessitent en fait de s'intéresser sincèrement aux autres et à ce que font les pêcheurs. Et c'est là où on voit qu'il y a un problème entre notre fédération nationale et les pêcheurs, c'est que ça fait longtemps que le contact est rompu. Et quand même, voilà, le mec il dit, alors là il y a une évocation d'adrénaline, je pêche de moins en moins en gangsta, plus je vieillis, moins j'ai besoin d'adrénaline, et puis ce serait un peu triste de faire tout le temps des conneries à mon âge. Il a bien raison, je partage bien son avis, voilà. Et là effectivement il y a une occurrence du mot adrénaline, mais en réalité c'est la seule dans la bouche de trucs. En plus il ne faut pas sous-estimer le fait que souvent, on fait toujours comme si il faut prendre au sérieux ce que disent les gens, on fait toujours comme si les acteurs étaient pleinement lucides sur ce qu'ils faisaient, mais c'est pas toujours ça. C'est là où le journaliste doit pouvoir arriver à traduire ce qui se passe. Donc après, il y a une anecdote où ça s'est très très mal passé, où des gens ont couru après avec un fusil. Et ça, j'aime bien ce machin, parce qu'il faut quand même, c'est bien de parler du gangsta fishing, mais il faut quand même toujours rappeler, un petit peu aux jeunes, que c'est pas sans risque, hein, qu'il y a vraiment des vrais tarés qui peuvent vraiment prendre un flingue juste parce que voilà, vous êtes avec une canne à pêche chez eux, quoi. Alors quand même, il allait demander à la police nationale qu'est-ce que vous pensez du gangsta fishing. Bon, et c'est là où malheureusement l'article risque de retomber un petit peu à plat. Vous allez voir comment il va s'en sortir. C'est bien parce qu'on parle aussi de pratique journalistique quand on fait ça. Donc il dit. Donc les flics lui disent, mais sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas de remontée particulière concernant cette pratique. Nous ne pouvons pas dire que c'est un phénomène, explique la police nationale. Alors, c'est étonnant, parce que, en fait, ce que les flics sont en train de lui dire, c'est, vous avez vraiment pris un sujet de merde. C'est rare que les flics fassent ça, parce que généralement, ils aiment bien les faits divers, parce que les faits divers, comme dirait l'autre, ça fait diversion. Ça permet un peu de cacher la réalité statistique. Et là, en fait, c'est la police qui ramène la réalité statistique. Les statistiques, c'est la lisibilité algébrique du monde social. Donc, je veux dire, c'est que comme ça qu'on a accès à la réalité du monde social. Et donc, il dit, bah non, nous, en fait, pour nous, ça n'existe pas. Voilà, on a le droit de se dire, pourquoi cet article, finalement. Bon, alors heureusement, le journaliste va retomber sur ses pattes en trouvant un interlocuteur à la FNPF, Hamid Oummoussa, qui voit dans le gangsta fishing une pratique, ouvrez les guillemets, individualiste et assez transgressive, fermez les guillemets. Alors généralement, l'accusation d'individualisme, c'est bien un mot de vieux, c'est-à-dire que de toute façon, tout ce que font les jeunes, c'est individualiste, ils ont toujours tort, ils pensent qu'à leur gueule et tout ça. Ça passe évidemment sous silence la critique politique de la gestion halieutique française, hein, avec par exemple une ouverture du carnassier qui coïncide avec la reproduction du cendre et du black bass. Mais bon, si on commence à dire des choses comme ça, et puis j'ai envie de dire en passant, par contre, alors donc faire du gangsta fishing, ça serait une pratique individualiste, pourquoi pas. Par contre, plonger toute l'organisation de la pêche en France dans une sorte d'apathie, voire même de mort cérébrale, juste pour pas perdre ses prérogatives et arriver tranquillement jusqu'à la retraite, ça c'est pas du tout individualiste, hein. Comme par hasard, ça évidemment c'est le bon sens, c'est la raison, c'est la rationalité, quoi. Bref. Et puis évidemment, cette pratique serait également pénalisante pour les autres pêcheurs, hein, parce que voilà, les structures associatives obtiennent des territoires de pêche grâce aux conventions et des propriétaires privés qui mettent à notre disposition leur plan d'eau. Alors là aussi, c'est vraiment une sournoiserie, comme si, en fait,
Comme si, par exemple, le roi du Maroc allait demain, ou sa famille, allait demain rétrocéder son plan d'eau à une APPMA de pêche. Je veux dire, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est bidon. C'est d'une mauvaise foi. C'est incroyable. Bref. Et puis, évidemment, le choix des mots, le journaliste nous dit « Après les captures de poissons, les gangsta fishers étalent leurs captures d'écran sur les réseaux sociaux. » Vous voyez, ça... Ils ne les montrent pas, ils les étalent. Il y a une sorte d'obscénité dans la manière de faire. Toute la condescendance des journalistes pour nous, merci. Bref, incroyable. Après, il dit les spots ne s'échangent pas facilement. Un peu comme des cartes Pokémon, compare Antoine. J'aime bien l'analogie. C'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, voilà, les mecs cachent les spots. Et alors là, c'est pareil, l'article finit. J'adore. Combien y a-t-il de gangsta fishers en France? C'est vrai que c'est une bonne question, quand même. Parce que si on est 10, ça sert à rien, quoi. Pourquoi faire un article là-dessus? On doit être 500 à le pratiquer. Ça, c'est Antoine qui a fait son estimation comme ça. On doit être 500. Source, on ne sait pas. Et d'ailleurs, on ne saura jamais, parce que certainement que ce n'est ni 500, ni 300, c'est juste qu'on ne sait pas, quoi. Il rajoute, tous les pêcheurs ont pratiqué un jour ou l'autre le gangsta fishing, ce qui fragilise un petit peu le chiffre d'avant quand même, mais enfin bon. La différence avec nous, c'est qu'on l'assume et qu'on le revendique. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant pour finir cet article. Alors, fermez les guillemets, virgule, ajoute le journaliste quand même, affirme l'aventurier du Moulinet. En termes de mépris de classe, je pense qu'on est au maximum. Bon, heureusement, voilà, c'est les journalistes parisiens. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Ce qu'il dit en fait, ce Antoine, on sait que c'est pas son vrai prénom, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, un gangsta fisher, c'est pas simplement quelqu'un qui sporadiquement, comme ça, pratique le gangsta fishing, c'est comme quelqu'un qui en fait une revendication. Et ça, là-dessus, je serais quand même assez d'accord en réalité. Parce qu'effectivement, on a tous été un jour gangsta fisher, parfois même à notre insu. Et effectivement, ça suffit pas. Donc là, il y a une piste de réflexion qui me semble intéressante. C'est est-ce que le gangsta fishing, c'est une chose, mais être un gangsta fisher, c'est encore autre chose. Et il y aurait effectivement une forme de revendication. Mais s'il y a une forme de revendication, alors c'est pas juste une question d'adrénaline, c'est pas juste une question d'individualisme, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et ce quelque chose, il n'apparaît ni dans les propos du journaliste, ni dans les propos de la FNPF. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dommage et dommageable. J'ai fait une valise sans faire exprès. Dans le débat actuel halieutique, c'est qu'en fait, on a plutôt tendance à faire, vous savez, comme les trois petits singes, là, voilà. Et malheureusement, ça marche pas. Bon, en tout cas, merci à Le Monde d'avoir quand même parlé un petit peu de pêche. Il y a de plus en plus d'articles comme ça, aussi grâce à Bill François, évidemment, et à d'autres. Il faut pas oublier quand même que l'activité halieutique parisienne, pour nous, est fondamentale, puisque c'est eux, en fait, finalement, qui ont accès aux journalistes. C'est très très rare qu'ils aillent chercher plus loin que le quai de Seine en bas de chez eux. Et donc, je m'adresse aussi à ces pêcheurs-là. Il faut faire très attention au discours qu'on émet, aux déclarations que l'on fait. Et surtout, il faut bien réfléchir aussi, est-ce qu'on veut répondre à cette interview, parce que ça peut aussi causer des dégâts en termes d'opinion publique. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne les gars, à bientôt.